Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Des habitants de La Ciotat les pieds dans l'eau, leurs sous-sols sont inondés, des familles pourraient être relogées. Climat de tension à Montpellier entre les gens du voyage et le voisinage, nous y reviendrons. À Marseille, un lycéen est recherché par la police après l'agression de 2 personnes dans son lycée. C'est la consternation sur place. Et nous partirons à la découverte du curling. On y joue au JO, mais pas seulement. La preuve dans un club de la région. Mais tout d'abord, leurs maisons sont classées en zone non inondable. Mais depuis 10 jours, les sous-sols de plusieurs villas prennent l'eau à La Ciotat. Les habitants tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Ils demandent le classement du secteur en catastrophe naturelle. Samia Belbachir et Julien Butner ont rencontré un sinistré. 1,50 m, c'est le niveau qu'a atteint l'eau dans ce sous-sol aménagé. Depuis 10 jours, les pompiers viennent quotidiennement évacuer l'eau qui jaillit du sol à travers le carrelage. L'eau proviendrait des nappes phréatiques qui débordent. 2 pompes fonctionnent également 24 heures sur 24. Dans cette maison, les dégâts sont considérables. Et ma fille avait toutes ses affaires, ses électroménagers, congélateur, machine à laver, sèche-linge. Et alors, si ça arrivait au cumulus, là, on était mal. Il n'y aurait eu plus d'électricité, il aurait fallu partir, quoi. Une situation inattendue pour ce lotissement. Lors de sa construction en 2003, le terrain aurait été expertisé zone non inondable. Les habitants soupçonnent des malfaçons lors des travaux, une hypothèse que ne rejette pas la municipalité. Et il y a 2 phénomènes, l'un est naturel comme je vous le dis, et l'autre c'est peut-être aussi parce qu'on a aménagé des choses en sous-sol. Si c'était des villages sanitaires, donc tout simplement de 40 cm au mètre, je ne sais pas comment les choses seraient passées, parce que à partir du moment où on a creusé, on a aménagé, on a carrelé, sans fenêtre ni porte, ça reste quand même une piscine que nous voyons. Donc. Pour l'instant, le niveau d'eau semble diminuer, mais si la situation perdure, les habitants devraient se reloger en attendant les résultats des expertises. À Montpellier, la tension monte d'un cran dans le quartier d'Odysseum où un camp de gens du voyage est installé sans autorisation depuis maintenant plusieurs semaines. Aujourd'hui, la police a dû intervenir. Une altercation a eu lieu entre un commerçant et un représentant de cette communauté. La personne qui a dégradé mon établissement cet après-midi s'est réfugiée dans ce camp de gens du voyage. Ça fait bientôt 3 semaines qu'ils sont installés ici, avec les dégradations qui viennent avec. C'est-à-dire, face à mon établissement, il y a une borne électrique de la mairie où ils se sont branchés sauvagement avec des fils électriques qui nous apportent aussi danger et préjudice vis-à-vis de notre clientèle. Ces gens ne font pas leurs besoins dans leur caravane mais à l'extérieur et ça aussi amène des problèmes quant à l'hygiène à côté de mon établissement et du lycée puisqu'on est juste à côté du lycée Pierre Mendès France. On est des citoyens travailleurs et laissés à l'abandon et par la mairie et par la préfecture et par l'agglomération et même par la police. 2 jours après l'explosion d'un engin artisanal dans un lycée marseillais, c'est la stupéfaction du côté des enseignants comme des élèves. Un lycéen de 16 ans a agressé une surveillante et une conseillère d'éducation. Les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital pour des troubles auditifs et sont actuellement en arrêt de travail. L'élève, lui, est toujours en fuite. Sidonie Caneto s'est rendue dans cet établissement du 10e arrondissement. Il était près de 10h30 mercredi au lycée Jean Perrin lorsqu'un lycéen de première STL a jeté un engin explosif dans le bureau de sa conseillère d'éducation. L'établissement du 10e arrondissement de Marseille n'a pas la réputation d'être difficile. C'est pourquoi cet acte d'extrême violence a surpris et choqué le personnel comme les élèves. Ça fait 5 ans que je connais l'établissement. Ouais, de temps en temps ça arrive qu'il y ait la police devant, des problèmes de trafic de drogue, un peu comme dans tous les lycées à Marseille, quoi. De leur côté, les syndicats des lycées ne sont pas surpris que ce type d'événement puisse se produire. Une fois de plus, le manque de moyens est pointé du doigt. Le fait qu'il y ait eu une baisse de postes massive, aussi bien pour les vies scolaires que pour le nombre d'enseignants, ça fait que effectivement, souvent les élèves sont livrés à eux-mêmes. Les personnels enseignants n'ont pas exercé leur droit de retrait. Seul un moment silencieux, le jour de l'agression, a été respecté dans la cour de l'établissement.
Une bonne nouvelle pour les aéroports de la région. L'Europe va finalement continuer de subventionner les plateformes dont le trafic ne dépasse pas le nombre de 700 000 passagers par an. Béziers et Nîmes sont donc préservés. À Nîmes, par exemple, le syndicat mixte verse plus de 2 millions d'euros, mais en récupérer 20 fois plus en économie induite. La Commission souhaitait nous faire passer comme message qu'un aéroport était une entreprise comme une autre, donc devait être équilibré sur un plan comptable. Or, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'en dessous d'1 million de passagers, il est mathématiquement impossible d'avoir l'équilibre comptable. Donc il fallait défendre la notion de recette induite. Je pense qu'il faut aller vers une mutualisation de nos aéroports. Et c'est là où on a 5 ans pour travailler. On s'est donné rendez-vous dans 5 ans pour dire est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Franck Chassagnon ce soir. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris dans les allées de la plus grande ferme de France. L'heure est aux préparatifs. François Hollande est attendu demain pour l'inauguration. Aujourd'hui, la puissante FNSEA a donné le ton en tenant des états généraux de l'agriculture. D'après eux, le monde paysan est crispé par les contraintes environnementales, la guerre des prix bas et les relations avec la distribution. Nous, on attend que la société, mais du coup les pouvoirs publics reconsidèrent la place de l'agriculture dans la société, mais dans l'économie particulièrement. Je crois qu'on est là pour dire que c'est un secteur d'avenir, à condition qu'on lui donne les moyens de se développer et effectivement d'assurer de l'emploi et de la création de richesses. 2 hommes et 2 femmes au Panthéon. François Hollande a annoncé aujourd'hui au Mont-Valérien le transfert des cendres au Panthéon de Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zé, 4 figures de la résistance. Ce sont des exemples dont nous avons besoin encore aujourd'hui pour nous dépasser. Parce que c'est le sens de l'action que nous devons engager et nous réconcilier autour d'une même fierté, celle de porter des valeurs. L'ancien policier municipal interpellé mardi a finalement aucun lien avec la tuerie de Chevaline. Du coup, sa garde à vue dans le cadre de cette enquête a été levée. Aucune charge n'a été retenue contre lui. L'ex-policier de Menton-Saint-Bernard reste en revanche soupçonné de trafic d'armes. Collectionneur d'armes de la Seconde Guerre mondiale, il devrait être déféré au parquet à l'issue de sa garde à vue. C'est un sport mal connu, placé tous les 4 ans sous le feu des projecteurs à l'occasion des Jeux Olympiques. À Sochi, le curling offre 2 médailles d'or au Canada cette année chez les dames et les hommes. Une discipline de précision parfois moquée qui se pratique aussi à Marseille où un club compte de plus en plus d'adeptes. Reportage. Nous ne sommes pas à Sochi, mais à la patinoire de Marseille. C'est là que s'entraîne chaque semaine le Massilia Curling Club. Le curling, une discipline arrivée un peu par hasard dans la cité phocéenne. Un pote à nous avait été porteur de la flamme, Didier Renaud, le président, avait été porteur de la flamme olympique lors des JO d'Albertville. Et il nous a dit, moi j'ai essayé le curling, ça peut être sympa. Et donc on est allé essayer ça, puis ça nous a plu. Et puis on s'est pris au jeu, voilà, tout simplement. Un sport peu connu, surtout à Marseille. En France, on compte moins de 350 licenciés. Le curling est une discipline qui ressemble à la fois à la pétanque, au bowling et au billard. Le but du jeu, faire entrer les pierres en granit de 20 kg dans la maison, cette cible dessinée sous la glace. Et les Marseillais sont plutôt bons à cela. On a eu un bon niveau durant 4 ans, on a été 2e de la Coupe de France il y a 2 ans. Et je pense que d'ici 4 ans, on va pouvoir essayer d'amener une équipe marseillaise, déjà à être championne de France, et pouvoir prétendre à devenir et à être aux Jeux Olympiques d'ici 4 ans en Corée du Sud. Le Massilia Curling Club accueille régulièrement des débutants pour les initier à ce sport original, des novices de plus en plus nombreux en ces temps de Jeux Olympiques d'hiver. Jusqu'à demain soir, l'École nationale supérieure de danse de Marseille ouvre ses portes au public. Un événement clôturé par une représentation des élèves. Blandine Marmigère nous donne un avant-goût. L'École nationale supérieure de danse de Marseille ouvre ses portes. Créée en 1992 par Roland Petit, elle a accueilli récemment Omar Taïbi. Cet ancien professeur est responsable des études à l'École nationale de musique et de danse de Bobigny et le nouveau directeur pédagogique et artistique du cycle initial. Cet événement, appelé École ouverte, propose au public d'assister à tous les cours. C'est vrai qu'il y a tout le premier cycle qui est ouvert à tout public, il n'y a pas d'audition. Mais à partir du 2e cycle, c'est vrai qu'il y a un engagement. Donc c'est pour
Ces élèves sont destinés à être professionnels, donc à trouver travail au sein d'une compagnie. Donc forcément, il y a une sélection parce qu'il faut qu'on réponde aussi au marché. Un enseignement complet qui demande investissement et sérieux. Pousse pas à être très discipliné et tout, mais comme on a beaucoup d'heures de danse et qu'on doit concilier ça avec le lycée, on doit vraiment être discipliné et organisé dans ce qu'on veut faire pour pouvoir y arriver. Les portes sont ouvertes jusqu'à demain soir. Elles seront clôturées par une démonstration faite par les élèves de l'école, une belle occasion de découvrir l'univers multidisciplinaire de la danse classique.